Hello hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Hello hello, bonjour Jean-Philippe, bonjour Geoffrey, bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Salut Romain, salut Jean-Philippe, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on refait une petite incursion historique. Et c'est Jean-Philippe qui est notre spécialiste donc, de l'histoire de la productivité dans le monde à travers les âges. Si. D'accord, ok, très bien. Si, je suis d'accord. Oui. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Après avoir été voir un petit peu du côté de la Chine, propose que nous allions cette fois au Japon pour une période historique qui est assez connue en définitive. Qui est l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est pendant ce temps que le Japon, qui part d'un état féodal complètement refermé sur lui-même, va s'ouvrir au monde et réaliser en très peu de temps sa révolution industrielle. Ça se passe entre 1868 et 1912. Ah, je voyais ça vachement plus ancien que ça, je sais pas pourquoi. Alors, l'ère Meiji, non. Ce qui se passe, c'est que en 1857, il y a une frégate en fait américaine qui va obliger sous sous la menace du canon, les ports japonais à s'ouvrir au libre commerce, au libre échange. Donc libre. Oui. La notion, disons, C'est ça. voilà, un petit peu curieuse. En tout cas, sur l'échange, oui, ils vont obliger l'empire Edo à s'ouvrir. Ce qui s'était passé, c'était que il y avait eu déjà des explorateurs qui étaient venus et qui ont voulu absolument installer la religion chrétienne, catholique en l'occurrence, à peu près partout dans le monde. Et que ce soit en Chine ou que ce soit au Japon, ça a créé quelques petits problèmes. Alors la Chine, elle a eu plus du mal à se refermer. Évidemment, la situation insulaire du Japon a fait que ça a été beaucoup plus simple. Quand je dis que le pays est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun étranger qui peut venir s'installer au Japon, et surtout, il n'y a aucun Japonais qui peut sortir du pays. Oui, dans les deux sens, quoi. C'est vraiment... Dans les deux sens, en fait, il va y avoir quelques îles, et dont un port qui est bien connu, celui d'Hiroshima, qui va avoir qui vont avoir la possibilité d'échanger sur quelques produits seulement avec quelques nations européennes, dont les Pays-Bas. Et en fait, il y aura que ça comme échange jusqu'à l'intervention de ce Commodore Perry qui va obliger, c'est 1853, à ouvrir les ports. Il y reviendra, enfin bon, bref. Alors, il va y avoir ensuite une guerre civile au Japon entre les tenants du shogunat, c'est-à-dire cette espèce de premier ministre là, de vizir en quelque sorte, qui est pas installé dans la même ville que l'empereur. L'empereur avait plus aucun pouvoir et le shogunat, c'est vraiment, pour faire simple, parce que c'est toujours très très, très complexe l'histoire au Japon, qui est en fait le tenant de la société féodale, en fait, tout simplement. Et l'empereur, et dans l'entourage de l'empereur, on va se dire soit on s'adapte, soit on meurt. Et l'exemple qui est quand même un exemple extrêmement concret, c'est la Chine de l'empire des Qing. C'est-à-dire cette dynastie mandchoue, c'est ce qui est raconté dans le dernier empereur, en quelque sorte. Et puis la reine qui a avant, qui s'appelle Xueyi, et qui va en fait, les Occidentaux vont se servir de leurs forces militaires pour faire accepter à l'autorité chinoise des traités qui sont dits des traités inégaux. Et quand on regarde la substance du traité, c'est clair que c'est tout à fait inégal. Il faut quand même savoir que la puissance, notamment anglaise, va s'instaurer en Chine parce qu'ils vont obliger les Chinois à accepter le commerce de l'opium qui détruit leur population. Enfin, c'est vraiment la gabegie la plus intense. Et vraiment, c'est des traités léonins, quoi. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Alors, ça va pas tout à fait la même chose au Japon. Justement, la guerre civile, ça va être
ceux qui sont pour l'empereur qui vont l'emporter. Et l'ère Meiji, en fait, ça veut dire l'ère des Lumières, Ok. en fait. De la lumière, des Lumières, c'est-à-dire une certaine modernisation. Alors, comment est-ce qu'ils vont opérer cette modernisation? Il va y avoir d'abord des modernisations qui vont être politiques, c'est-à-dire que c'est l'empereur qui prend le pouvoir et ils vont beaucoup s'inspirer des puissances occidentales, mais pas toujours de la même. D'accord. Ça va être de beaucoup de puissances occidentales. Par exemple, pour leur système politique, ils vont s'inspirer du modèle prussien, c'est-à-dire l'empereur a nommément tous les pouvoirs et c'est son chancelier qui en fait détient le pouvoir concret en quelque sorte. Ils vont envoyer énormément de missionnaires, si j'ose dire, en fait, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui vont aller absolument partout dans le monde, enfin dans le monde occidental, aux États-Unis et partout en Europe, et qui vont rapporter ce qu'ils ont appris là-bas. Et puis il va y avoir également l'État et des privés vont faire venir des spécialistes européens. Et ça concerne évidemment, on imagine, la science, l'industrie, la banque, mais également l'école. Comment est-ce qu'on fait une université? Comment est-ce qu'on fait des écoles publiques? D'accord. Et également l'art. Et ils vont s'intéresser beaucoup à la musique et à la peinture. Et d'ailleurs, ce seront des échanges qui vont venir après, quand on se souvient notamment que l'influence a été très grande sur nos impressionnistes, Ouais. par exemple, hein, le Japon, Oui. voilà, et puis sur Claude Monet, on le sait bien, puisque Les japonaiseries, tout ça. Là. Ouais. voilà, exactement, il était, et puis les nymphéas, enfin bon, tout ça, c'est très inspiré du Japon. Alors ça va se mettre en place évidemment petit à petit, hein, toutes ces réformes et notamment ils vont utiliser le calendrier européen grégorien, ça dès 1873. Donc je vous le disais, hein, il y a une mission qui s'appelle Iwakura, qui est l'idée d'aller chercher chez les uns et chez les autres toutes sortes de sources d'inspiration. Notamment, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau va être traduit en 1874. En 1877, création de l'université de Tokyo. Et puis, une nouvelle monnaie, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme en France dans l'Ancien Régime. Chaque province, chaque région pouvait à peu près battre sa propre monnaie. Alors là, il va y avoir une banque centrale qui va être créée, la Banque du Japon, et qui va, ça y est, c'est le yen qui va être créé en 1882. Et alors j'ai trouvé, là où je me suis inspiré, on pourrait dire que en fait ils se sont inspirés du système bancaire belge. Alors en fait la révolution industrielle dans différents pays, ça s'est passé de manière différente et la culture industrielle, elle a été beaucoup influencée par quel choix on a fait du système bancaire. Et le système bancaire belge, en définitive, alors j'ai essayé de chercher. Hein, c'est pas facile de trouver des informations dessus, mais de ce que j'ai compris, et vous me corrigerez dans le forum si c'est pas ça, mais d'après ce que j'ai trouvé, le système belge, en fait, il essaye de réduire le nombre d'acteurs, différents secteurs de l'économie. Au contraire du système français. Le système français, il y a toujours beaucoup d'acteurs. Quand les voitures se sont créées, l'automobile, il y a eu Pan-Arlevasseur, il y a eu toutes sortes de marques qu'on ne connaît plus aujourd'hui et qui étaient toutes très différentes. Pareil pour l'aviation. C'est les Français qui ont créé l'avion, mais il y avait tellement d'acteurs différents et qui mettaient pas ensemble leurs trouvailles technologiques que au bout du compte, ils se sont fait bouffer par la concurrence au bout de 20, 30 ans. Quoi. D'accord. Alors que là, non. L'idée, c'est d'avoir le moins d'acteurs et surtout qu'il y ait des conglomérats, ça on connaît bien au Japon, c'est-à-dire en fait de grandes puissances industrielles, généralement familiales, grandes puissances industrielles qui vont essayer de s'ouvrir et d'intervenir dans beaucoup de secteurs différents de l'économie. Vous voyez, donc il y en a qui, si on s'occupe d'automobile, on s'occupera aussi de transport, mais également des journaux et également tout un tas d'autres secteurs de l'économie. Ce qui permet en fait tout simplement que quand il y a quelque chose qui marche moins bien,
on soit sauvé par le reste. Et puis ça fait tout d'un coup des gros conglomérats, c'est-à-dire que la puissance est bien plus importante. Alors le système bancaire, il va pousser à ça. Il va accepter cette chose-là. Et puis quand il y a un problème de liquidité, de trésorerie, on va avoir recours à l'emprunt forcé. Voilà, et ou à la planche à billets. Okay. Puisque cette banque, ils vont très vite instaurer une banque centrale et donc pouvoir justement tricher sur les cours du yen. Enfin bon, bref, voilà. Donc en fait, ça va installer un système extrêmement solide. D'accord. C'est ça l'idée, c'est que ça va instaurer un système très solide. Ça s'accompagne aussi d'une certaine démocratisation. Parce que je vais pas faire voilà, c'est compliqué, mais en gros il y avait diverses castes sociales, d'accord. Et donc là en fait, il va y avoir comment est-ce que je dirais ça, une nation japonaise et où tout le monde va pouvoir voter. Alors évidemment, il y a le système est fait en place pour que ce soit pas aussi démocratique que ça en a l'air, mais enfin quand même, ça s'appuie sur une assemblée nationale. Il y a une constitution. Alors la première, elle va être, il y a 2 chambres, une chambre qui va être élue au suffrage censitaire, donc faut quand même avoir un peu de sous pour, c'est pas très égalitaire, quoi. Et puis la chambre des pairs, c'est-à-dire les ex-nobles, il a quand même bien fallu, même s'ils étaient souvent plutôt pour le shogunat, qu'il a bien fallu intégrer dans cette voilà. Alors ça va très très bien marcher puisque en 30 ans, la production d'acier, ce qui est vraiment pour cette première révolution industrielle l'étalon, quoi. C'est à ça qu'on compare. En 30 ans, leur production d'acier va dépasser celle de l'Allemagne. Oui. Celle de l'Allemagne. Or, justement, une des causes de la guerre 14-18, c'est que l'Allemagne était devenue en très peu de temps, à peu près les mêmes dates, puisque c'est 1870 vraiment que c'était commencé avant. C'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre franco-prussienne. Mais enfin, ils dépassent quand même la production de l'Allemagne, qui a été l'un des pays avec une accélération industrielle absolument incroyable à partir quand même de 1870, puisque politiquement, l'Allemagne a été unifiée avec la Prusse à ce moment-là. Donc c'est intéressant. Pour l'école, ils se sont inspirés plutôt des Anglais. Très curieusement, pour la marine, se sont plutôt intéressés aux Français. Ok. Ouais. Les Anglais, d'accord. Ouais, exactement. Et puis voilà, ils ont été chercher. Alors, il y a 2 choses très intéressantes, en tout cas pour la suite. C'est que malgré tout, il y a eu une erreur probablement qui a été faite, c'est que ils ont décidé d'avoir une armée de métier. Et cette armée de métier, en fait, elle a fini par prendre le pouvoir parce que absolument toutes les nations industrielles ont été obligées, pour 2 raisons, de coloniser. La première des raisons, c'est pour avoir un accès facile aux matières premières. Au Japon, il y a absolument rien comme matière première. Enfin, c'est très très pauvre et il a fallu aller chercher des matières premières à d'autres endroits. Les autres endroits sont la Chine, la Mandchourie, la partie complètement à l'est et plutôt vers le nord, et puis la Corée. La Corée, il y avait aussi une obligation, je dirais, stratégique, parce que c'est un petit peu comme pour la Belgique et les Pays-Bas pour l'Angleterre. Ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre ait de l'influence dessus, parce que c'est la voie la plus rapide pour envahir l'Angleterre, donc pour la Belgique et les Pays-Bas, et pour le Japon, c'est la Corée. Or, la Corée, à ce moment-là, elle est disputée avec la Russie, qui elle aussi vient de signer un traité inégal avec la Chine, qui lui donne la Mandchourie et probablement la Corée. Et donc, justement, là où on va s'apercevoir, où l'Occident, mais stupéfait, va se rendre compte à quel point le Japon a eu des avancées technologiques, c'est que le Japon va gagner la guerre contre une nation européenne. Et à l'époque, on se demande pourquoi est-ce que c'est l'Occident comme ça qui gagne à chaque fois, et certains ont émis l'idée, pas complètement largement acceptée.
mais qu'il y avait une inégalité raciale. Oui, à l'époque. Voilà. Et donc, justement, ben non, crac. Ouais. Cette fois, en 1905, c'est la preuve absolue qu'en fait, ça n'existe pas, cette histoire-là. Alors, pour obtenir cette colonisation, ou du moins pour la rendre possible, le Japon va très très fort se militariser. Et d'abord, ça va être le drame parce que la colonisation japonaise, Ouais, c'est assez saignant. Ouais. c'est un petit peu, voilà, c'est saignant, exactement. Et puis, c'est cette puissance militaire qui va prendre le pouvoir complètement dans les années 20-30 et qui va conduire le Japon à s'allier avec l'Allemagne nazie. Et puis, là aussi, on a eu Oradour-sur-Glane et c'est vrai que c'est absolument terrible ce qui s'est passé là-bas. Je pense que la guerre du Japon contre la Chine, c'est des Oradour-sur-Glane, mais qui concernent des villes de 2 millions d'habitants et avec la même cruauté. Enfin, c'est terrible. La guerre a été absolument ignoble là-bas. Donc, c'est en quelque sorte la rançon, peut-être, de cette explosion ou de cette accélération, quand même assez inédite dans l'histoire. Assez inédite dans l'histoire. J'allais dire, du coup, nous autres qui nous intéressons à la productivité et comment améliorer tout ça, en quoi tout ça, ça peut nous inspirer? Merci Romain. Alors, en quoi ça peut nous inspirer? D'abord, c'est si on regarde les moyens qui ont été mis en place, c'est qu'ils ont cherché les meilleures sources d'inspiration. Ok, d'accord. C'est-à-dire que là, ils ont été chercher ce qui fonctionnait le mieux, là où ça fonctionnait, et ils se sont intéressés à ça. Et ils ont pris des modèles, clairement des modèles, mais de pas du même lieu. Et puis ça a été un choix, je dirais, je peux pas dire personnel, mais un choix culturel d'aller chercher ça. Voilà. Et puis il y a autre chose dans l'histoire qui est très intéressante, c'est que c'est une modernisation sans occidentalisation. Bah, tu dis quand même qu'ils s'inspirent de tout ce qui a été fait en Occident. Ouais. Et ils avaient quand même un mot d'ordre qui était technologie occidentale dans la culture japonaise. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite compris que s'ils voulaient pas perdre leur âme, ils avaient besoin de garder leur propre culture. Et c'est ce qu'ils ont très bien réussi. C'est pour ça que l'ère Meiji, c'est une source d'inspiration pour actuellement, peut-être un peu tard, mais enfin actuellement pour tout un tas de pays qui ont été colonisés. C'est-à-dire comment est-ce qu'un pays peut accepter la modernisation sans se sentir occidentalisé. Par exemple, actuellement au Maghreb, c'est une question qui les intéresse fortement, puisque il y a quand même la question de comment est-ce qu'on conserve nos racines culturelles tout en acceptant la modernité, parce que eux, ce qu'ils ont vécu, c'est que la culture occidentale, elle aussi, elle a fait une conquête d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que c'est si intéressant, c'est que on peut avoir une modernisation sans occidentalisation. Voilà ce qui est intéressant dans l'ère Meiji. Peut-être aussi ce qu'on peut voir par rapport à la productivité elle-même, c'est que donc, comme je disais, quand il y a un modèle qui marche, comment est-ce qu'on fait pour s'intéresser au modèle sans être mangé par la culture? Ça peut être intéressant aussi pour nos entreprises par rapport aux États-Unis, par exemple. Vous voyez? Arriver à s'approprier un modèle, mais en fait, le passage délicat, c'est là. C'est-à-dire que j'ai le modèle devant moi. Donc, je vais m'inspirer. Alors, je suis obligé, enfin, si je résume, je suis obligé de changer parce que évidemment, j'ai des canons devant mon port. C'est ça. Il va falloir que j'ouvre. Bon, ok, j'ouvre. D'accord. Maintenant, je vais aller chercher des modèles en me disant, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont réussi? Je vais aller chercher ce qui, a priori, me semble le plus réussi dans chacun des modèles que je peux aller voir. C'est ça. Me créer mon modèle à moi. Mais l'idée, c'est de conserver ma culture. Exactement. Moi, je peux concilier les deux. D'accord. Et c'est une réponse sûrement intéressante au regard de l'histoire. Ça serait une question tordue, ça serait une wicked question. Comment puis-je intégrer des modèles qui me sont étrangers tout en conservant ma culture? Oui, tout à fait. Et je pense que également cette histoire de conglomérat a été aussi quelque chose d'assez
singulier au Japon, puisque voilà, c'est quelque chose qui existe encore, hein, cette façon de procéder et de s'organiser. Après, sur les gains de productivité eux-mêmes, ceux qu'ont connu le Japon sont intrinsèquement liés à ceux de la révolution industrielle, sur lequel nous reviendrons dans de prochains épisodes. Petite question déjà, je trouve que c'est cette question de comment intégrer d'autres modèles ou d'autres éléments, comment faire évoluer sans renier sa propre culture, je pense que c'est essentiel pour toutes les entreprises. C'est ça. C'est-à-dire qu'on le parle bien sûr au niveau de l'État, du Japon, ou d'autres pays ou du Maghreb, mais on peut se poser la même question au niveau d'une entreprise. Comment est-ce que j'intègre une méthode ou un processus de travail sans perdre la culture d'entreprise qui a fait qui on est, qui a fait ce qu'on est, ce qu'on fait, comment on travaille ensemble, etc. Et finalement, c'est assez essentiel pour que l'ensemble des personnes de la boîte continuent de fonctionner de manière optimale. Si on leur impose une nouvelle méthode qui est pas en accord avec la culture d'entreprise, on sait d'avance que ça va pas marcher. Il va y avoir tellement de freins, tellement de personnes qui vont s'y opposer de manière officielle ou officieuse qu'on sait d'avance que le truc est voué à l'échec. Donc je pense que la question est vraiment intéressante. C'est ça. Comment intégrer des notions de productivité ou d'optimisation sans forcément prendre la culture qui est avec, sans renier la sienne. C'est ça. Ce serait inspiration sans acculturation. Ouais. Et le deuxième point qui me venait, c'est est-ce que tu as vu des liens entre ce dont tu nous parles et tout ce qui est venu du Japon, peut-être la culture du Lean, les 5S, Toyota, enfin toute cette partie-là qui est dans le top de la productivité, dans l'efficacité, etc. Est-ce qu'il y a eu des répercussions de cette ère Meiji sur qui ont peut-être débouché sur ce type de conception de la productivité? Parce que là, pour le coup, c'est nous qui nous inspirons de Lean. On est allé chercher chez Toyota comment ils ont fait. Exactement. Alors, est-ce que quelqu'un peut préciser ce que c'est que le Lean? Ouais. C'est donc né dans les chaînes de montage des voitures, si je ne m'abuse, où en fait ils ont modifié la manière de faire parce que pour faire très court, ils ont décidé de fonctionner en modèle j'ai besoin d'une pièce et je vais chercher ce dont j'ai besoin plutôt qu'on me pousse les pièces et pour que je les mette les unes après les autres sur la voiture. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai résumé là. Vas-y, je le ferai peut-être. Oui, l'idée du Lean, c'est vraiment le management de manière la plus efficace possible. C'est-à-dire le Lean en anglais, c'est le côté maigre. T'as le côté gras et le côté maigre. Le Lean, on va vraiment retrouver ça sur le côté maigre, c'est-à-dire on essaye de faire du management avec un minimum de gras entre guillemets. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je fais des processus qui sont les plus simples, qui sont les plus directs, qui sont les plus optimisés, en essayant d'éviter tout ce qui concerne de la perte de temps, tout ce qui concerne produire plus simplement pour optimiser le volume versus le stockage, etc., etc. Et ça a notamment débouché sur la règle des 5 S. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle en termes de. On pourra faire un podcast dessus. On pourra faire un podcast sur les 5 S de la. Mais sinon, tu as le Kanban qui est issu de ça. Le Kanban, oui, tu connais le Kanban, absolument. Tu vois, avec la colonne à faire, la colonne en cours et puis la colonne faite. Donc la colonne en cours qui est forcément limitée par la ressource en question, souvent le temps, mais pas que forcément. Et puis c'est l'idée de se dire, je travaille depuis l'encours et c'est depuis l'encours que je vais aller chercher ce que je vais faire. Et c'est pas tout ce que je dois faire qui pousse pour être fait absolument un moment ou un autre. La conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est que les Japonais se sont familiarisés avec justement cette culture industrielle et n'ont pas fait que suivre, mais sont devenus acteurs de la réflexion quand même assez rapidement, parce que pour les plus de 20 ans, enfin les moins de 20 ans qui nous écoutent, ne savent pas, mais le Japon, à un moment, c'était quand même l'exemple même de la technologie qui réussit, quoi. Sony. Ils ont réussi à miniaturiser effectivement, je me souviens du sketch des Inconnus où ils se foutaient de la gueule d'un magnétoscope français parce qu'il était absolument gigantesque, alors que eux arrivaient à faire des trucs qui tiennent dans la poche. Les Walkman, les choses comme ça, bien voilà. sûr. Donc Walkman Sony des années 80-90, c'était. C'est pas fake. C'est pas simplement des gens qui se sont inspirés à un moment puis qui n'ont pas réussi à devenir eux-mêmes des influenceurs, si j'ose dire, ou en tout cas d'être à la pointe de la technologie.
c'est qu'ils se sont complètement appropriés. Ouais, ils ont réussi à transcender le truc. Alors, il y a la suite de leur histoire, qui très probablement, parce qu'on sait bien que l'Allemagne et le Japon d'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, étaient tellement importants pour, le bloc américain, qu'ils ont fait des investissements énormes. Si, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant. C'est que ce soit le Japon ou l'Allemagne n'ont pas dû faire des investissements pour l'armée. Ah oui. Puisqu'ils n'avaient pas le droit d'en avoir. D'avoir une armée, ouais. Et que donc, tous les sous qu'ils avaient pour la recherche et développement, d'une certaine manière, ils l'ont mis dans leur industrie. Ouais. Donc, peut-être que ça a influencé. Même si on sait que, c'est ça, il y a une voie pacifique, si j'ose dire, à trouver la technologie, et puis une voie militaire, où c'est les subsides de l'armée qui font qu'on investit dans la technologie. Enfin, à travers l'histoire, quand même, vous savez, ce qui se développe le plus, ou du moins là où la technologie est la plus utilisée, c'est pour deux choses. Les jouets et les armes. Ouais. C'est vraiment là où on retrouve toute la technologie possible pour ça. Voilà. Je voulais finir avec un petit quelque chose du monde, parce que savez-vous quelle est la plus ancienne entreprise du monde? Qui est toujours en vie? Ouais. Comme le sujet c'est le Japon, je suppose que c'est une entreprise japonaise. Allez, j'aide. Je tente. Mitsubishi. Ah non. Geoffrey? Aucune idée. Ouais. Et c'est effectivement une entreprise japonaise, mais elle est pas très connue. Elle s'appelle Kongogumi. Et en fait, elle a, à votre avis, quel âge? Elle a dû être créée à l'ère Meiji, c'est-à-dire vers 1860. Moi, j'aurais plutôt 500, 600 ans au moins, quelque chose comme ça. Mais ils font Elle quoi? a 1400 ans. Basée à Osaka, c'est une entreprise familiale de construction et dont on trouve les origines dès 578. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, là, après, elle a eu des petits déboires, puisque si on regarde bien, en fait, c'est pas qu'elle a déposé son bilan en janvier 2006, mais en fait, les actifs ont été rachetés par une autre société qui s'appelle Takamatsu. Et voilà. Mais avant la liquidation, il y avait encore 100 personnes dedans, et tout au long, c'était familial, quoi. Bon, familial à la japonaise aussi, donc avec les neveux, les gendres, etc. Enfin, un petit peu tout le monde. Mais 1400 ans quand même. 1400 ans, c'est pas mal. Je chercherai quelle est la plus ancienne entreprise européenne, pour voir s'il y en a une qui a perduré un peu. Et puis, la prochaine fois, moi qui ai encore des questions, des remarques, je m'interrogerai sur ce qu'a été réellement le taylorisme, puisque c'est quelque chose que tout le monde pense connaître, et je pense qu'en fait on connaît pas si bien ce que c'est que le taylorisme. Eh bien, avec plaisir. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Bye bye. Pro et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.